Hop hop hop! Avant de vous laisser écouter, je souhaite vous informer que je me suis formée au Theta Healing, qui est une pratique de reprogrammation des croyances subconscientes restrictives qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs en matière de santé, de réussite ou d'amour. Grâce à l'onde Theta, le participant peut identifier et changer les croyances susceptibles de se trouver dans le subconscient au niveau de la génétique, de l'histoire et de l'âme. Voilà, donc j'ouvre des sessions à contribution volontaire puisque je dois m'entraîner. Et je serai ravie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Ces croyances qui peuvent tellement nous limiter, mais qui sont en réalité une force si on les conscientise. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et transmettre encore plus d'inspiration. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, mon invité guide les femmes à adopter une contraception naturelle et recommandée par l'OMS, la symptothermie. Elle consiste à analyser ces phases d'ovulation afin d'éviter ou favoriser, pour celles qui veulent des enfants, une grossesse. Il s'agit d'une technique qui ne s'improvise pas, notamment parce qu'elle comprend une étude des données des phases du cycle élaborée par une professionnelle. Bonjour Eugénie. Bonjour Anaïs, merci pour cette invitation. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques un peu ce qu'est la symptothermie et les croyances qui sont liées à cette contraception et également aux femmes. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi et de ton parcours. Comment l'idée d'enseigner cette méthode t'est venue ? En fait, c'est simple, c'est comme pour beaucoup de thérapeutes, c'est venu d'un besoin personnel. Donc, j'ai moi-même pris la pilule quand j'étais jeune. J'ai envie de dire malheureusement parce que est-ce que j'avais vraiment le choix à cette époque? J'en doute. Et j'ai eu la chance par contre d'arrêter assez tôt, à 19 ans, j'avais déjà arrêté ma pilule et j'ai connu du coup mon cycle naturel toute ma vie. Et le problème s'est posé en fait après que j'ai eu des enfants. Surtout que mes 2 dernières grossesses étaient des grossesses surprises. Et donc, c'est posé la question d'avoir une contraception fiable, efficace, dans laquelle je ne sois pas perdue ni surprise à nouveau. Donc, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, j'ai fait des recherches sur Internet. Je suis tombée sur cette méthode et sur d'autres méthodes aussi. Mais mon choix s'arrêtait sur la symptothermie. On va dire même, j'avoue, par aveu de faiblesse, parce que j'y connaissais rien au cycle, malgré que j'avais un cycle naturel depuis 15 ans. Je connaissais pas la glaire, je savais pas que la température pouvait varier et tout. Et en fait, ce qui m'a convaincue justement, c'est de me dire, comme il y a la prise de température, au moins, s'il y a une erreur, ce sera pas de ma faute. On en parlera justement de la responsabilité de sa fertilité. Et c'est comme ça que j'ai démarré avec cette méthode qui m'a ébloui, qui m'a convaincue dès que j'ai commencé en fait, parce que j'ai vraiment eu la preuve sous les yeux. Comme on dit, il faut le voir pour le croire, pardon. J'ai vraiment eu la preuve sous les yeux justement de ce qui se passait dans mon cycle et c'était pas du tout comme j'imaginais, comme on nous l'apprend d'ailleurs, l'ovulation 14e jour, etc. Et donc voilà, j'ai commencé par ma pratique personnelle et rapidement je me suis formée en fait pour être professionnelle. Donc maintenant j'accompagne les femmes dans l'apprentissage de cette méthode depuis 2017 maintenant. Ouais. Oui, alors c'est ça en fait, tu es une des premières à arriver finalement sur le marché de la symptothermie. Donc avant, c'était pas vraiment développé. Alors en fait, si tu veux, à l'origine, cette méthode, elle vient du milieu catholique. C'est l'Église en fait qui avait commandité des chercheurs, des gynécologues, des médecins pour travailler sur ça, pour proposer une alternative à la pilule. Il y avait déjà évidemment des données sur la fertilité du couple, de la femme et de l'homme, mais c'est vrai que c'est eux qui ont accéléré, on va dire, le mouvement. Et justement, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à les années 2010, 2000 par là. C'était beaucoup une méthode en fait qui était assez confidentielle, qui se transmettait de couple à couple. C'était pas un métier en fait d'enseigner cette méthode. Ça a commencé à arriver dans le milieu plus laïque, on va dire, et à aussi se professionnaliser. Donc maintenant, on trouve plusieurs écoles de symptothermie.
Et c'est comme ça que je me suis formée et qu'aujourd'hui, je propose voilà, des accompagnements qui sortent voilà, du cadre, on va dire, familial, intime, pour aller plus vers le grand public, en fait. D'accord. Alors justement, la symptothermie, qu'est-ce que c'est? Oui, alors en fait, le nom est un petit peu barbare, mais en fait, c'est très simple. Tout est dans le nom. Sympto et thermie, tout simplement. Donc, sympto, ça veut dire qu'on va observer les symptômes physiques. Donc, principalement la glaire cervicale. Donc, celles qui connaissent pas, ou ceux d'ailleurs, c'est souvent on appelle ça les pertes blanches. Instinctivement, les femmes ressentent des variations dans leur cycle quand elles ont la chance d'avoir un cycle naturel, évidemment. Donc des fois, on se sent plus mouillé, plus sèche, on peut voir quelque chose dans la culotte. Bah, ça, c'est des pertes blanches. Et dans les pertes blanches, il y a principalement de la glaire cervicale. Donc ce fluide, il n'est pas là pour rien. C'est un fluide qui est très important pour notre fertilité. C'est lui qui permet en fait la rencontre entre les spermatozoïdes et notre ovulation. Donc ça, il va varier selon les phases du cycle et c'est ça qu'on va observer puisqu'en fait, la glaire cervicale, elle est influencée par nos hormones. Donc selon les phases hormonales, eh bien, elle a différents aspects au fur et à mesure du cycle. Et de la même façon, bah, ces hormones, elles influencent aussi notre température corporelle. Et donc, avant l'ovulation et après l'ovulation, eh bien, on n'a pas les mêmes plateaux de température. Et grâce à ce décalage thermique, eh bien, on peut prouver l'ovulation. Super, c'est presque comme de la magie. Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que notre corps nous parle, en fait, il nous dit tout, quoi. Mais si on n'a pas les outils pour l'écouter, bah, on passe complètement à côté de ces informations, alors qu'en fait, tout est là, quoi. C'est ça, et puis bon, il y a beaucoup de croyances aussi sur le fait que ce type de méthode n'est pas fiable, que c'est pas juste en analysant les données de notre corps qu'on va pouvoir avoir une contraception. Donc ça, pareil, c'est une première croyance que tu as pu faire sauter quand tu as commencé à pratiquer et enseigner cette méthode, j'imagine. Oui, alors c'est assez contradictoire parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une méthode qui a été comment dire, codifié par des gynécologues, par des médecins, par des scientifiques. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de farfelu, de bobo écolo comme on pourrait le penser aujourd'hui. C'est quelque chose de très terre à terre, de très documenté. On a des indices de Pearl, c'est-à-dire les études pour l'efficacité qui ont été faites sur plus de 400 000 cycles. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose ni de nouveau, ni de farfelu, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très terre à terre, très palpable. Et du coup, il y a beaucoup de confusion, bizarrement, au niveau du corps médical. En fait, ils connaissent pas et ils font beaucoup l'amalgame avec la méthode Ogino, par exemple, qui est une méthode voilà, d'un gynécologue japonais, Monsieur Ogino, qui était pour aider les couples à concevoir, qui était basé un petit peu sur des données schématiques du cycle, la fameuse ovulation au jour 14, le cycle de 28 jours soi-disant idéal, alors qu'en vrai, bah voilà, justement, ce qui est intéressant avec la symptothermie, c'est que déjà de base, ce qu'on apprend, c'est que chaque cycle est unique, chaque femme est unique, c'est du vivant, donc il n'y a pas de raison que ça se reproduise deux fois de la même façon. Je prends souvent l'exemple, par exemple, des saisons, tu vois, quand on dit le 21 juin, c'est l'été, bah oui, en théorie, mais peut-être que le 21 juin, il va pleuvoir des cordes, peut-être l'année d'après, il fera super beau, on n'aura jamais deux fois la même température. Enfin, tu vois, c'est équivalent, en fait. C'est Yes. pas parce que c'est à la date qu'on attend que c'est ça qui se passe, en fait. Hmm. Donc, c'est ça qui est intéressant avec cette méthode, c'est que déjà, de base, on accepte l'individualité de chacune, en fait. Et oui, notamment, je pense aux femmes qui tombent enceintes, par exemple, le premier jour après leurs règles. Oui. Alors ça, ouais, ça c'est une grosse, grosse croyance du genre, on n'est pas fertile pendant nos règles. Déjà, il y a beaucoup de confusion autour de même de la notion des règles, d'accord? Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, ah ben moi je prends la pilule, c'est génial, j'ai mes règles tous les dimanches à 18h. Donc déjà, on sait que sous pilule, le but de la pilule, ça va être de bloquer l'ovulation. Donc, ce qu'on appelle des règles ou des menstruations, en fait, c'est la conséquence d'une ovulation. Alors, c'est sûr que quand on a nos règles, on démarre un nouveau cycle, mais en même temps, on en clôture un autre. Et on a des menstruations parce qu'on a eu à peu près 15 jours avant une ovulation qui n'a pas été fécondée, en fait. C'est pour ça qu'on a des menstruations.
Donc, dire qu'on a des règles sous pilule, par exemple, bah, ça, c'est une croyance très, très répandue, qui est une fausse croyance, en fait. Sous pilule, ce qu'on a, c'est des saignements de privation. C'est le fait d'arrêter de prendre le cachet, bah, qui, du coup, nous crée ces saignements artificiels. C'est pas le cerveau qui décide, en fait. C'est du fait que, voilà, on arrête la plaquette, quoi. Donc, tu vois, déjà, rien que sur les menstruations, il y a déjà cette notion-là par rapport à la pilule. Après, il y a certaines femmes qui ont des saignements de privation de manière naturelle, c'est-à-dire peut-être au bout de 15 jours, elles vont avoir des saignements abondants. Il n'y a pas eu d'ovulation, mais pour autant, il y a eu des poussées d'œstrogène, il y a eu des poussées hormonales, et quand ces poussées, bah, du coup, redescendent, ça crée des saignements. Donc, elles peuvent penser que c'est des menstruations, elles ont des rapports non protégés, et en fait, c'est peut-être là où elles ovulent, carrément. Et il y a un autre cas de Mm. figure où, bah, par exemple, quand on a des cycles courts, bah, ça veut dire que l'ovulation, elle est assez proche dans le temps après les menstruations. Donc ça, c'est beaucoup chez les profils des petits cycles de 22, 23, 24 jours, chez des femmes en préménopause aussi, par exemple. Il y a beaucoup d'accidents en préménopause à cause de ça, où on pense que voilà, on a nos règles, donc on n'est pas fertile, on a des rapports, alors qu'en fait, on est déjà dans la période pré-ovulatoire. Cette période-là, elle chevauche la période des règles. Donc on n'est pas Mm. infertile pendant les règles parce qu'il y a du sang. Généralement, on est infertile pendant les règles parce que cette période, elle est trop loin de la future ovulation. Hein, on sait que les spermatozoïdes, ils vivent en gros maximum 5 jours. Donc si on a un rapport 5 jours avant, bah, potentiellement, il est fécondant. C'est ça en fait le truc par rapport à Mm. l'ovulation. Et oui, là, ça change nos perceptions. Ouais. D'accord. Et alors, Eugénie, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette méthode? Ah, pour moi, c'est un outil d'émancipation énorme en fait, parce que elle nous apporte à la fois la connaissance de soi, de nous-mêmes, et en même temps une sécurité. L'efficacité, elle est vraiment bonne. Donc, pour moi, c'est les deux critères les plus importants, c'est qu'on a quelque chose de fiable et quelque chose, franchement, qui va bien au-delà de, de la contraception ou de la conception. J'en parlais encore ce matin avec une cliente qui est en conception. Elle me dit, mais elle a acheté la formation hier soir, elle a déjà tout regardé les vidéos, elle m'a dit mais c'est magnifique le corps, comment ça fonctionne. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que ça va au-delà de notre désir de oui, on veut pas tomber enceinte et tout. Ce qu'on apprend sur nous, c'est énorme en fait. Et après, il y a plein de choses qu'on peut aussi relier, ça c'est ce que je propose aussi dans certains cours, où justement, bah, sur la base de ces deux critères, symptômes et thermie, le fait de nos changements hormonaux, c'est triste à dire, mais quelque part, nos hormones, elles nous gouvernent en fait. Ça a des impacts dans énormément de choses. Et quand on arrive à prendre conscience de ça et à affiner un petit peu notre perception de comment ça nous transforme, comment ça nous change au fur et à mesure des jours de notre cycle, bah en fait c'est magique parce qu'on peut faire plein de choses euh, en fonction de notre cycle. Alors justement, nos hormones, comment elles nous influencent dans notre vie? Alors, dans notre vie quotidienne, dans plein plein de choses, ça peut être, enfin c'est très très vaste, ça peut aller par exemple sur la couleur des vêtements que tu vas porter ou des accessoires, parce qu'en fait, chaque couleur, elle a une vibration qui est différente, et selon les phases de ton cycle, bah t'es pas dans le même mood, tu vois, des fois tu te sens bien, des fois tu te sens un peu déprimé, des fois tu te sens d'une manière où tu as moins d'énergie, plus d'énergie. Donc ça va jouer de la vibration que tu émets en fait. Et inconsciemment, eh bien, tu vas changer de couleur. C'est comme si ton mood il change de couleur, bah du coup ça se voit aussi dans ce que tu portes. Donc c'est très très inconscient, mais ça c'est un exercice qui est hyper rigolo à faire. Si les auditrices veulent tester en tout cas à la maison, de regarder voilà en fonction des jours du cycle ce que vous portez comme couleur. C'est voilà, ça c'est un des éléments qui me fait le plus rigoler. Après il y a des choses au niveau du comportement social, comment on va interagir avec les autres. Si vous êtes en couple, votre chéri vous le dira direct. Ah ben tiens, à tel moment de ton cycle, t'es comme ci, comme ça. Tu vas être plus pointilleuse sur certains trucs, plus exigeante. Tu vas laisser passer. Mais ça, c'est ce qu'on appelle aussi les archétypes, c'est-à-dire le comportement social qu'on peut avoir avec les autres. On a 4 archétypes principaux au niveau de la femme. Les règles, ça va être plutôt la femme qui est sage, la grand-mère, celle qui a déjà passé les expériences. Après, on rentre dans la jeune fille, donc plutôt une énergie de découverte,
d'extériorisation, on a envie voilà, d'embrasser le monde, de courir partout. Après, l'ovulation, c'est la saison de la mère, donc là, on est vraiment dans la force de la création, de la reproduction, mais pas que du monde physique, on va dire, des projets aussi, de plein de choses. Et après, on est dans la phase un petit peu plus introspective, voilà, de l'enchanteresse, de la femme qui transforme, qui transmute. Et c'est hyper intéressant aussi. C'est une phase où on fait souvent le tri à la maison, le gros ménage. Voilà. Il y a vraiment des comportements en fait qui sont attachés à nos phases hormonales, pour ne parler que de ces deux-là, par exemple. Et alors, moi, ça me fait penser à quelque chose, notamment à nos attirances physiques et sexuelles envers les autres, pour ceux qui sont célibataires, enfin, même pour ceux qui sont en couple. Moi, je pensais avant que voilà, j'avais de grands idéaux très romantiques, puis en fait, je me rends compte que la chimie de mon corps, elle me contrôle totalement. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Oui, donc ça, c'est la libido, donc c'est en lien avec les œstrogènes. Donc c'est l'hormone qui va, voilà. En fait, le corps, il envoie des messages très subtils. Les œstrogènes, ils vont participer au fait que bah, ta peau, elle soit plus lisse, tu auras moins de boutons, tes cheveux seront plus brillants, tes ongles ils seront plus durs. Donc ton corps se transforme pour faire comprendre à tes potentiels partenaires que tu vas rentrer en phase de reproduction, en fait. Donc, effectivement, on a cet appel voilà, à la sexualité, c'est la libido. Donc, dans ces moments-là, effectivement, nos critères baissent. On veut se reproduire. Clairement, le cerveau, il est en mode reproduction. D'ailleurs, je dis souvent, on parle du cycle menstruel, mais ça ne concerne que l'aspect des menstruations. En fait, le cycle féminin, c'est un cycle de reproduction, d'accord? C'est pour vraiment voilà, Oui. assurer la survie de l'espèce, quoi. Et alors justement, en parlant de la phase ovulatoire, c'est quand même la période hormonale la plus agitée en ce qui concerne l'énergie sexuelle. Alors faut-il ne pas faire l'amour durant la phase d'ovulation ou y a-t-il des moyens quand même pour concrétiser nos envies sexuelles sans préservatif durant cette phase? Alors, c'est tout le dilemme des contraceptions en général. C'est-à-dire, il y a l'acte sexuel et il y a la procréation. Donc après, ça amène aussi toute une réflexion à comment on se positionne et quel est notre choix, tu vois. Quand on prend par exemple des contraceptions hormonales, bah, c'est sûr qu'on peut avoir du sexe à tout moment, mais quelque part, ça retire un petit peu la dimension sacrée de qu'est-ce que ça veut dire faire du sexe en fait. Ça veut dire qu'il y Hmm. a potentiellement la vie qui peut s'inviter. Alors, effectivement, symptothermie, c'est ça qui est un petit peu contradictoire, c'est que là où on a plus envie, bah, du coup, c'est là où il y a un risque de grossesse pour celles qui veulent pas de grossesse. Donc, on peut utiliser des moyens barrières, tu l'as cité, préservatifs, masculins ou féminins. On peut utiliser aussi les diaphragmes, par exemple, qui sont dans les options plus sûres. Après, tout ce qui est, par exemple, spermicide et tout ça, c'est pas, ou le retrait, je précise, le retrait, ça n'est pas non plus une contraception, d'accord? Il y a, le risque est Hmm. tout. Oui, Euh, on en parlait, oui. Le retrait, ça à éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a des spermatozoïdes dans le présperme. oui, il peut déjà y avoir ouais, des spermatozoïdes, donc, et puis le retrait, il n'est pas toujours maîtrisé. En vrai, ça se maîtrise pas vraiment. C'est voilà, c'est plutôt une méthode d'espacement des naissances, on va dire. Et alors, qu'est-ce que c'est le diaphragme? Bah, le diaphragme, c'est beaucoup utilisé dans les pays anglophones depuis très longtemps. En France, on est à la ramasse comme dans plein de choses. C'est un peu comme, tu vois, les cups de règles, sauf que la forme anatomique est un petit peu différente. Mais en gros, c'est en silicone. C'est une petite cape qu'on va venir placer dans le vagin, qui va couvrir, en fait, boucher l'entrée du col de l'utérus. On l'utilise avec un petit gel aussi, pas forcément spermicide, mais en tout cas un gel contraceptif. Et ça va faire moyen barrière, ça va empêcher les spermatozoïdes d'accéder à l'utérus, tout simplement. Donc c'est bien, c'est réutilisable, c'est lavable, on peut le garder pendant 2 ans. C'est pas trop compliqué à enlever? Non, pas plus qu'une cup, hein, il y a un petit Ok, endroit, le décocher, c'est pas compliqué. d'accord. Alors justement, puisqu'on parlait des phases du cycle, j'aimerais bien qu'on parle du syndrome prémenstruel, qui sont donc des symptômes désagréables avant les règles et pendant les règles. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Je pense qu'il y a pas mal de croyances. Je parlais du syndrome prémenstruel avec une autre invitée sur ce podcast, qui est un épisode sur le féminin, avec Caroline notamment, si les auditeurs sont intéressés. Et on parlait du fait que ce syndrome, en fait, c'est souvent quand on ne s'est pas écouté
pendant les phases de notre cycle, que par exemple pendant nos règles, on s'est beaucoup activé. Et donc le syndrome prémenstruel est plus à même de se manifester au cycle suivant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors en fait, le SPM, c'est prémenstruel. Donc pour moi, c'est même pas pendant les menstruations, c'est avant. Et je différencie même deux phases en fait dans la période post-ovulatoire. Donc on a les règles, on a la période préovulatoire où le corps prépare l'ovulation, on a notre ovulation et en fait suite à l'ovulation, on a un grand bouleversement hormonal où on a la progestérone en fait qui n'était pas du tout présente en première partie de cycle, qui débarque, qui prend le dessus sur les œstrogènes. Donc il y a vraiment un switch, un chassé-croisé des hormones. Donc là, on est dans une première énergie du SPM. Et le pire, c'est vers la fin de cette phase, donc au bout de 10-15 jours, où justement la progestérone, elle redescend. Et c'est cette chute souvent qui est très difficile, où justement on Mmh. peut avoir différents symptômes, c'est ça qui fait le syndrome. Donc beaucoup des fringales, des humeurs. Et effectivement, c'est hyper intéressant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on est dans l'énergie un peu du tri, en fait. Donc naturellement, on va faire ce tri dans notre vie matérielle, dans notre vie sentimentale, dans plein de domaines où c'est comme si on va sélectionner en fait les projets qu'on ne veut plus nourrir. D'accord? On va voilà, les enterrer une bonne fois pour toutes, les laisser dans le cycle qui vient de se passer et après quand les règles arrivent, eh bien là, on remet en terre des nouvelles choses, on va voir ce qu'on veut développer, nourrir de nouveau. Mais c'est hyper intéressant, cette phase de tri, elle est très importante et c'est ce que tu disais du coup avec Caroline Manière aussi que en fait c'est qu'est-ce qu'on veut garder ou pas. Et ça, c'est intéressant. Moi, je conseille souvent de faire du journaling, tu sais, de noter en fait les choses qui nous irritent. Parce que sur le moment, voilà, on est un petit peu à fleur de peau, on est très négative en général. Mais c'est bien d'y revenir justement pourquoi cette chose-là, elle nous a tant irrité à ce moment-là. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, voilà, c'est ton mec, il laisse traîner les chaussettes sales, quoi. C'est-à-dire tout le restant du cycle, tu lui dis rien, et dans cette phase du cycle, tu as pété un plomb sur ces chaussettes qui traînent, quoi. À ce moment-là, tu pètes un plomb sur lui, quoi. Pourquoi le restant du temps, tu dis rien, tu vois? Donc c'est là où on s'écoute pas, en fait. C'est-à-dire que les choses qui nous irritent tellement dans cette phase, on doit les résoudre, en fait, avant que ça explose, tu vois? Donc c'est un très, très Mmh. bon guide. C'est vraiment notre cycle, c'est une boussole intérieure, en fait. Génial. Alors, aussi, quelque chose dont on n'a pas parlé avant d'aborder un peu plus le sujet des croyances en profondeur. Euh, Quelles sont les croyances véhiculées au sujet de la pilule et du dispositif intra-utérin? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Ah la croyance générale, c'est que ça a libéré les femmes, c'est merveilleux, on peut baiser comme on veut, excusez-moi d'être vulgaire, mais en alors que quand tu te penches sur les témoignages des féministes de l'époque, c'était pas du tout ce qui était dit en fait, hein. C'était vraiment un avantage pour les hommes de pouvoir faire du sexe n'importe comment. Les femmes, elles ont un minimum de respect quand même. Et je pense que ça a beaucoup participé, par exemple, au porno, ce genre de choses, quoi. Donc on voit quand même Mmh. les effets pervers. Et encore aujourd'hui, la pilule dans le corps médical, c'est le remède à tout, le cachet miraculeux, alors qu'en fait, ça n'est pas un médicament qui soigne, c'est un médicament qui est nocif pour la santé, qui bloque l'ovulation. L'ovulation, c'est un signe de bonne santé chez la femme adulte, d'accord? Il faut faire une ovulation pour pouvoir justement faire cette fameuse progestérone. Parce que si on n'a pas d'ovulation, on n'a pas de progestérone du tout dans notre corps et ça, c'est problématique. D'accord? C'est pas du tout Ah. physiologique. Ah Donc, quand oui. on prend de la pilule, on n'a pas de progestérone. Exactement. On en a de synthèse, mais qui n'a pas du tout les mêmes bénéfices, évidemment. Et oui, d'où la baisse de la libido, d'où les sautes d'humeur, d'où le fait d'être un petit peu déprimé. Enfin, moi, je sais que c'était mon cas quand j'étais sous pilule, j'avais des maux de tête Oui. et une sorte de fatigue permanente. Oui. C'est ce que les femmes beaucoup décrivent, un état linéaire, en fait. Le fait qu'on est un peu sans vie, il y a plus de joie de vivre, c'est toujours un peu pareil. C'est une forme voilà, de productivité aussi par rapport au système patriarcal. On veut que on n'ait pas de variation d'humeur, tu vois, qu'on soit tout le temps pareil, quoi. Hmm. Et alors, concernant le dispositif intra-utérin,
Alors celui-ci, qu'on appelle souvent le stérilet, en fait, il existe aux hormones et sans hormones. Donc aux hormones, c'est un peu le même principe que la pilule, hein. C'est des dispositifs progestatifs, donc où normalement il n'y a pas de saignement, puisqu'on ne va pas le retirer chaque 3 semaines ou chaque mois. Donc là, on continue, ça délivre des hormones en continu. Une des croyances par rapport à ça que les médecins véhiculent, ils disent tout le temps, ne vous inquiétez pas, ça agit qu'en local. C'est-à-dire, comme on le met dans l'utérus, bah, ça a une action locale. Ce qui se passe avec le stérilet hormonal, c'est qu'il y a des hormones en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hormones, elles circulent dans le corps par le sang. D'accord. Et quand elles circulent dans le sang, eh bien, elles circulent dans tout votre corps. Et c'est comme ça que le stérilet hormonal, il fonctionne. C'est parce qu'il va jusque dans votre cerveau pour modifier des choses, de la chimie au niveau de votre hypophyse, hypothalamus notamment. Donc ça n'est pas qu'en local, ça c'est, enfin pour moi c'est même plus qu'une fausse croyance, c'est un mensonge en fait de dire ça aux Hmm. femmes. Ouais. Et après il y a la version sans hormones, donc le stérilet au cuivre, qui lui va avoir un impact plutôt au niveau des gamètes spermatozoïdes, où il va voilà pas faciliter leur tâche, on va dire, il va être plutôt agressif pour eux. Et il y a aussi l'effet anti-nidation, c'est-à-dire que si éventuellement il y a quand même une fécondation, eh bien il y a ce corps étranger qui est là dans l'utérus et qui va empêcher, pas toujours d'ailleurs, parce qu'on a quand même des grossesses sous stérilet, mais qui devrait empêcher en tout cas une nidation, quoi. Oui, d'ailleurs, les grossesses sous stérilet, ce sont des grossesses intra-utérines, donc qui peuvent être très dangereuses, hein. Euh, oui, alors tu dis intra-utérine, alors on a quelques extra-utérines aussi, mais en tout cas, oui, Oui, c'est. pardon, l'inverse, extra-utérine. Alors, il y a pas de chiffres qui montrent qu'il y a plus de grossesses extra-utérines avec les stérilés cuivre. Par contre, je pense que les chiffres devraient être recalculés parce qu'il y a quand même pas mal de grossesses sous stérilet. Et effectivement, bah, après, le choix, il est simple, c'est soit on garde la grossesse, soit on passe au curetage, en fait. Il n'y a pas de IVG médicamenteuse. Là, on est obligé de retirer tout. Donc, c'est quand même un sacré trauma aussi pour les femmes qui vivent ça. Hmm. Et puis, la croyance aussi, moi je le vois beaucoup parce qu'en fait, les femmes qui arrivent à la symptothermie, elles passent souvent par des schémas un petit peu récurrents, répétitifs. Donc souvent, elles ont été à la pilule, elles en ont essayé plusieurs, ça n'allait pas. Et ensuite, qu'est-ce que le corps médical leur propose? Ben, c'est le stérilet cuivre, en leur disant que bah, vous inquiétez pas, c'est naturel. Est-ce que c'est vraiment naturel d'avoir un bout de cuivre dans l'utérus? Pour moi, non, tu vois. Et C'est je fou, sais c'est pas. exactement ce qu'on m'a dit, hein. Voilà, ma gynécologue m'a vraiment dit ça mot pour mot, c'est totalement naturel. En fait, c'est non hormonal, mais c'est pas naturel. Et il y a des effets secondaires du cuivre, ça c'est connu aussi, état inflammatoire, de l'acné, modification du microbiote, ce qui entraîne des mycoses, tout ce que tu veux. Donc ça, au niveau des croyances, il est sympa aussi le stérilet cuivre. Et puis, j'ai envie de dire, il y a tout un héritage aussi inconscient que beaucoup de femmes n'ont pas conscience justement de d'où viennent ces contraceptions. Je parle en général, mais par exemple, alors on n'en a pas parlé encore, mais j'ai écrit un premier livre, La pilule contraceptive, c'est fini, où j'explique un peu tout ça, c'est-à-dire que la pilule, les premiers essais sur des cobayes humaines, parlons ainsi, ça a été fait sur les populations portoricaines aux États-Unis, tu vois, donc ils ont ciblé des minorités. La pilule, à la base, c'est pas pour nous rendre service, c'est pour de l'eugénisme en fait, c'est pour empêcher certaines populations, les Noirs américains, etc., les minorités, de se reproduire, tu vois. Hmm. Le stérilet au cuivre, le laboratoire qui a mis ça en place, qui a été racheté après par Bayer, les premières expérimentations, elles ont été faites sur des femmes juives dans les camps, tu vois. Donc tout ça, Hmm. pour moi, ça fait partie de l'histoire de ces dispositifs. Et une fois que tu sais ça, tu peux pas oublier, quoi. Et Non, c'est sûr. malheureusement, je pense que justement les croyances, qu'on en ait conscience ou pas, là, ce n'est pas juste une croyance, c'est de l'histoire en fait, c'est du transgénérationnel. Et les femmes qui utilisent ces dispositifs, elles héritent de cette histoire sans le savoir en fait. Oui, 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 non, ça c'est un point important, hein. En fait, c'est une énergie qui se transmet de génération en génération. Et alors, est-ce que parmi les femmes que tu suis, tu perçois certaines croyances qu'elles peuvent avoir sur leur corps? Ah oui, bah alors beaucoup la croyance que le corps est sale, ça c'est très très ancré, c'est fou, hein. Surtout quand on parle de la terre, au début en tout cas, après elle s'habitue, mais
au début, il y a vraiment un mécanisme de rejet presque, hein, ah ouais, il faut y aller, il faut toucher, oh là là, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, le vagin, c'est un milieu humide, c'est comme la bouche, tu vois, t'as de la salive, bah, c'est juste normal en fait. Donc il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup ça par rapport à la glaire. Et après, bah, ce qui fait beaucoup de mal d'ailleurs à la symptothermie en général et à la fertilité, c'est encore une fois cette croyance de l'ovulation du 14 qui est vraiment terrible, quoi. Parce que, encore une fois, on est toutes différentes, il n'y a pas de raison, on n'est pas des machines, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on ovule toujours le jour 14, à la même heure, etc., quoi. Yes, et notamment tout ce qui concerne les odeurs, enfin la saleté, c'est quelque chose aussi qui se cultive. Moi, je sais que là, ça fait, disons, quelques années que j'essaie vraiment d'avoir cette nouvelle approche, cette nouvelle perception de mon corps, que les odeurs, que les liquides, c'est pas sale et ça sent pas mauvais. Et alors, je vais être très crue là et je vais être enfin, je vais vraiment être sans tabou. Mais j'ai appris à sentir mes aisselles sans être dégoûtée. Donc à arrêter complètement l'utilisation du déodorant qui est un gros perturbateur endocrinien, il faut quand même se le remémorer. Bon, évidemment, il y a les déodorants naturels comme la pierre d'Alain, mais alors personnellement, moi, la pierre d'Alain, je sens toujours ma transpiration au bout de 2 heures. Donc je la trouve pas si efficace. Et aussi les odeurs hein, de mon vagin. Et j'ai appris à sentir ma culotte et à aimer l'odeur. Ouais. Et ça, je pense que c'est un vrai saut de conscience dans l'acceptation de son corps et dans le fait de trouver son corps beau et propre et de revenir à un aspect beaucoup plus animal et beaucoup plus en phase en fait avec qui on est. Et alors, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris sur plusieurs mois. Mais j'en arrive à un point où, en fait, je refuserais tout homme qui me demandera de mettre du parfum. Je refuserais qu'on me donne des ordres sur ce que je dois faire pour ne pas avoir telle ou telle odeur. Et surtout, j'ai complètement changé presque ma plasticité cérébrale sur sur le jugement, en fait, sur les odeurs que je trouve aujourd'hui finalement agréables. Mais je te rejoins complètement, quoi. Moi, c'est pareil, ça fait des années, les déos, c'est fini, mais du coup, enfin, en même temps, c'est rigolo parce que c'est quelque chose de très instinctif. Tu vois, par exemple, toutes les mamans qui ont eu des petits bébés entre les mains, genre, t'as envie de sentir les pieds, t'as envie de sentir le bébé. Même tes enfants, après, ils se collent à toi, ils te reniflent. Enfin, c'est quelque chose de très animal qu'on a en nous, en fait. Et justement, au niveau de notre vagin, ça peut être une approche aussi pour celles qui ont envie d'explorer ça. Les odeurs de notre vagin, elles changent en fonction des phases du cycle. Et en fait, ça porte un message. Et quand on est en phase fertile, eh bien, on va avoir une odeur qui est plus agréable. Quand on est en phase infertile, notamment post-ovulatoire, en fait, si tu veux, en post-ovulation, c'est assez rigolo parce que le cerveau, il fait comme si tu es enceinte. C'est-à-dire que lui, il est en mode reproduction. Peu importe ton projet, peu importe si tu es en couple ou pas, lui, il fait comme si, quoi. Et du coup, là, ce truc de, ok, si tu es enceinte, eh bien, t'as plus besoin de mec parce que tu es déjà enceinte et tu as besoin du coup de protéger ta grossesse. Donc c'est pour ça que tu es un peu en mode ok, je repousse les autres et en fait ton odeur aussi elle repousse les autres. C'est-à-dire qu'on a une glaire qui est beaucoup plus acide, désagréable. Franchement, on peut dire c'est pas agréable quoi. C'est un style d'odeur qui est là pour repousser en fait les partenaires quoi. Donc, ça c'est fou quoi. C'est fou, ah oui, ça va loin. Hein. Et au niveau même plus subtil, voilà, des phéromones, des choses que nous, on ne sent pas, mais que nos récepteurs captent quand même, nos partenaires les captent quand même, et ils savent, du coup, ils adaptent inconsciemment leur comportement aussi, quoi. Et oui, et notamment, bon, puisqu'on est sans tabou, là, j'aimerais aussi parler de l'épilation. Et alors, j'ai appris notamment qu'en fait, les phéromones, ils passent principalement par les poils. Et donc, et aussi par les odeurs, enfin partout en fait. Et quand on arrête de s'épiler, quand on arrête voilà, de mettre du déodorant, du parfum, etc., et ben en fait, on est beaucoup plus magnétique. Ah mais c'est clair. C'est clair. Non mais je vais pas raconter ma vie, mais j'ai plein d'expériences personnelles comme ça, quoi. Mais c'est fou, hein. Les mecs ils disent ah mais machin et tout, puis en fait ils kiffent quoi. Eh oui, exactement. On va à nos moutons, mais d'un point de vue de la santé de la vulve,
Les poils sont très importants, par exemple. Tu vois, le fait de s'épiler, ça va provoquer un déséquilibre parce que du coup, la peau n'est plus protégée. On n'a plus cette petite duvet qui va maintenir aussi l'hydratation, qui va maintenir beaucoup de choses. Et du coup, bah, en s'épilant, on peut avoir des problèmes au-delà même de l'aspect de la peau, tu vois, des poils incarnés, etc., qui sont désagréables, mais vraiment même jusqu'à dans le vagin, ça peut changer aussi le microbiote, et du coup, ça protège plus des infections, on peut se taper plus facilement des mycoses, des déséquilibres vaginaux, etc., quoi. C'est Donc ça. si jamais voilà, vous êtes sujette à ce genre de déséquilibre et que vous vous épilez, ben, il y a peut-être un lien à faire, quoi. Et oui, et sur la peau aussi, hein, que ce soit les bras, les jambes. Moi, je remarque, hein, j'ai eu beaucoup de problèmes de sécheresse. Ouais. Et depuis que j'ai arrêté l'épilation, ça va beaucoup mieux. La peau est beaucoup plus douce. Et je n'ai plus besoin de mettre des crèmes. En fait, Ouais. le fait d'hydrater sa peau, quand on nous dit il faut hydrater sa peau, il faut mettre de la crème, là, 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 mais en fait, ça, c'est parce qu'on est en train de modifier notre corps et du coup, on se remet des produits chimiques par-dessus. Bon, sauf si vous utilisez des huiles ou des crèmes vraiment respectueuse de la peau et de l'environnement, mais même en fait le fait de mettre de la crème, normalement la peau elle en a pas besoin si elle a ses poils. C'est ça, quoi. Ouais. Après, ça dépend voilà, des milieux, de l'activité physique qu'on a et tout ça, mais enfin, pour moi, le corps, il est parfait, en fait. Il y a déjà tout ce qu'il faut, quoi. Et oui, et justement tu disais quelque chose hors antenne que j'aime beaucoup, c'est à partir du moment où on modifie quelque chose sur le corps ou dans le corps, il y a un déséquilibre, ou il y a un effet secondaire. Oui, c'était Bah, ça, il y a un effet secondaire. ça crée un effet domino, en fait, c'est clair. C'est clair que voilà, on touche à un engrenage et ça s'amplifie après d'autres façons, quoi. Yes. Et alors, est-ce que les désirs inconscients peuvent favoriser ou défavoriser une grossesse? Alors ça, c'est très intéressant parce que, enfin voilà, on reste des humains avec nos forces et nos faiblesses. Et c'est dur en fait d'être ferme par rapport à son désir de contraception. Comme on disait tout à l'heure, il y a un peu ça s'affronte en fait à l'intérieur de nous, le fait qu'on veuille pas d'enfants, que notre corps il fait tout pour se reproduire. Enfin voilà, il y a un genre de conflit interne. Et effectivement, pendant la phase fertile, ben, il faut être sûr de soi, il faut avoir le soutien de son partenaire si on est en couple, c'est important justement pour maintenir cet objectif de contraception. Et quand il y a des échecs, c'est intéressant d'explorer pourquoi, dans quelles circonstances. Et dans quand même une grosse majorité des cas, les prises de risques euh, ne sortent pas de nulle part, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose d'inconscient derrière. Alors des fois, il y a vraiment le vrai accident, la capote qui craque et tout ça, mais je veux dire, quand on a des rapports non protégés avec éjaculation en plein milieu du cycle, bah voilà, ça fait des chocs à pic, quoi. Euh, et puis après, quand tu parles avec la personne, elle te dit ah bah oui, mais non, puis en fait on va le garder, et puis en fait machin. Alors j'ai des anecdotes. J'avais suivi une jeune femme au début de ma carrière qui était en attente de son ovulation suite à son arrêt de pilule. Donc c'était voilà, on savait pas du tout quand est-ce qu'elle allait ovuler. Elle était au jour genre 70 après son arrêt de pilule, toujours rien dans le cycle. Et puis elle a un rapport avec son copain et la grossesse indésirée est arrivée. Et quand on en parle, elle me dit ah ouais, en plus cette nuit-là, on était tellement bien, on avait parlé du nom qu'on donnerait si on avait un enfant ensemble. Hmm. En fait, si tu, si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres la porte à ça, mais ça s'invite direct, quoi. Alors, c'est sûr, il y a des femmes qui galèrent pour tomber enceinte, mais d'autres fois, c'est très, très rapide, hein. Il faut vraiment faire attention avec ses intentions, justement. Et oui, inconsciente comme consciente, hein. Mais des fois, c'est triste à dire, mais des fois, il faut passer par cette expérience pour après, on a la chance en France, moi je ne vis plus en France malheureusement, mais on a la chance d'avoir accès à l'IVG par exemple. Et c'est triste à dire, mais voilà, certaines, il faut qu'elles passent par là pour du coup revoir leur projet. C'est une expérience en fait. Souvent, c'est un peu vu comme un échec et tout. On est facilement jugé. Moi, je suis passée par l'IVG aussi, mais c'est vraiment un cas de conscience, hein. C'est très difficile de faire ce choix. Mais en même temps, je trouve que c'est une expérience qui est importante et qui permet voilà, de mieux réajuster après ses objectifs, on va dire. Et oui, parce que l'inconscient, en fait, il s'en fiche des conditions de vie.
De, Ouais. de... Il s'en fiche de tes conditions de vie, ton inconscient. Lui, ce qu'il veut, c'est un bébé, c'est tout. Alors Donc oui, alors après, ça c'est pas la justement, situation. c'est une composante importante dans la fertilité, notre environnement, surtout émotionnel en fait. Émotionnel et environnemental, c'est-à-dire que dans les situations de stress, dans les situations de conflit, des relations toxiques, ou tout ce qui a trait à ton foyer, tu vois, le fait par exemple que tu sais que tu vas peut-être changer de boulot dans 6 mois, ou que tu sais pas ce que tu vas faire dans 6 mois, ou que tu aimerais déménager, toutes ces choses-là, en fait, ça va jouer sur ton inconscient et ça peut retarder, décaler ton ovulation, empêcher Hmm. ton ovulation. J'avais une copine, elle passait son concours de prof et heureusement, elle faisait la symptothermie déjà. Pendant 3 mois, écoute, elle était tellement prise par ses examens et le stress de l'examen qui arrivait qu'en fait, elle n'a pas eu d'ovulation. Et du jour où elle a vu son ovulation, bah, 15 jours après, elle avait ses règles, en fait. Et elle m'a dit, mais heureusement que je faisais la méthode, sinon j'aurais fait des tests de grossesse tous les 15 jours. Mais là, en fait, je savais que c'était juste normal, en fait. J'étais tellement prise par mes examens, bah, le cerveau bloque, en fait. Il donne la priorité à d'autres choses, quoi. Et puis, sûrement le stress aussi, le cortisol, quoi. Oui, et puis on bloque aussi quand on a le stress d'être enceinte. Ça peut arriver, ça aussi. Oui, les grossesses nerveuses, ouais. Hmm. C'est assez fou. D'ailleurs, le corps, le message contradictoire des fois qu'il peut nous envoyer entre voilà, notre inconscient, notre conscient, les signes du corps. C'est pareil chez les femmes qui sont en conception, voilà, des fois, ah mais si, 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 j'en suis sûre, je suis enceinte, je l'ai senti, et puis en fait non, enfin, des fois c'est une vraie torture, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est J'imagine bien. pour ça d'ailleurs que la symptothermie se base sur des critères qui sont mesurables chez toutes les femmes. J'avais encore la question, j'en parlais hier avec une femme. Elle me disait oui, mais est-ce que par exemple la libido, c'est un indice qui est intéressant à suivre? Je lui dis oui, mais justement, c'est pas toutes les femmes qui vont avoir la libido au taquet à ce moment-là. C'est pas mesurable chez toutes de la même façon en fait. Alors que la glaire, oui, la température, oui. Tu vois, c'est ça la différence en fait. C'est qu'on est vraiment justement sur des critères scientifiques et non pas juste des ressentis qu'on peut ajouter mais qui sont pas déterminants au niveau des phases hormonales, on va dire. Et oui, oui, non, ça c'est un point important, hein, de la symptothermie, c'est que c'est vraiment une technique, encore une fois, hein, recommandée par l'OMS et qui vraiment nécessite une analyse des données par une professionnelle au début, hein. Oui, alors le but, c'est l'autonomie en fait. Et c'est ça que j'aime dans cette méthode, c'est qu'une fois qu'on a pigé le truc, qu'on est autonome, bah c'est fini quoi. Tu n'as plus besoin de ta formatrice, tu n'as pas besoin d'un gynéco-paternaliste qui va te dire quoi faire et te prescrire 3 fois la pilule sous 3 noms différents. Tu te gères en Hmm. fait. Et tu te gères avec ton partenaire. Ça, c'est un point aussi qu'il faut soulever. Mais qu'on pratique la méthode seule ou en couple, il faut de toute façon informer son partenaire. Donc ça ouvre aussi quelque chose au niveau du couple, justement au niveau des croyances, de la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir sa fertilité en main? On nous habitue en fait, surtout en France, à de l'assistanat. La sécu, les gens ils pensent que tout est gratuit. C'est pas gratuit, c'est juste que c'est pris en charge. Vous le payez indirectement. Et quand il faut se former à la symptothermie ou qu'il faut acheter un truc, ah bah ouais, mais c'est pas pris en charge. Mais en fait, ça revient au même, tu vois, à la fin. C'est juste que Et les gens, ils oui, ont pas conscience, quoi. Et par rapport à l'assistanat, justement, on nous habitue, bah, dès le plus jeune âge, à bah, le docteur, c'est le sachant, tu vois, il faut l'écouter, c'est lui qui connaît, nanana. Alors que le fonctionnement de ton corps, c'est quand même toi qui le vis, quoi, tu vois. C'est qu'on nous enlève ça, en fait, je trouve, quoi. Et bah, les mecs, encore plus. Alors, eux, responsabilité zéro. Quoi, non, mais sérieux. Et du coup, quand tu sors de ce système-là où tu dois toujours demander l'avis de quelqu'un, demander une prescription, avoir un suivi, etc., bah, ça change tout en fait parce que tu te retrouves toi avec toi-même, avec ton partenaire, à voilà, si on fait l'amour et qu'il y a une grossesse, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est plus, tu vois, c'est plus quelqu'un d'autre qui va gérer, c'est vous deux quoi. Donc c'est ça. ça redonne de la dimension encore une fois à la sexualité, à l'acte sexuelle et à la fertilité en général, quoi. Oui, pour moi, c'est pas tant de l'assistanat que plus de la manipulation, en fait. Ou manipulation inconsciente, hein, sûrement, hein. L'intention est très certainement bonne au départ, mais en fait, ça se transforme en manipulation et surtout en grande ignorance. Même les personnes
qui prescrivent, hein, que ce soit les pilules ou que ce soit le fait d'aller voir un gynéco, d'être suivi par le corps médical tous les mois, etc. C'est une forme d'ignorance finalement. Bah, franchement, pour moi, je vais te dire, c'est une forme de contrôle des masses, hein. C'est garder le Mm. troupeau bien, bien tranquille, pas de C'est ça. dissidents. Les femmes sous pilule, elles sont coupées de qui elles sont. Moi, j'appelle la pilule la camisole chimique, mais vraiment, quoi. C'est prouvé par plein d'études. Par exemple, même sur le choix de ton partenaire. Le fait d'être sous hormones de synthèse, ça biaise tes sensations, tes sens. Et je le vois aussi souvent, je ne veux pas vous faire peur, mesdames, mais souvent les femmes qui arrêtent la pilule, bah, elles remettent grandement en cause leur couple parce qu'elles se rendent compte de plein de choses. Et c'est pas rare de voir des couples voilà, qui se séparent aussi parce que ça correspond plus à qui elles sont vraiment en fait. Et je trouve ça juste Mm. hallucinant. Et quand on n'est pas sous pilule, ben on est qui on est avec nos variations, avec nos hormones. Et ce que je trouve ça encore plus fou, c'est que les mecs, eux, se posent même pas la question. Tu Eh vois, eux, oui. ils sont dans leur corps depuis leur naissance, tranquille quoi. Alors que nous, on nous met sous camisole chimique, on nous empêche d'être qui on est, voilà, d'avoir nos variations, d'avoir nos coups de gueule, d'avoir nos moments mieux. Et ça, c'est important d'être qui on est, je trouve. Bien sûr. Non, non, oui, c'est important pour tout, pour soi et pour les autres. Mais alors, quand même, il y a les femmes qui souffrent d'endométriose et qui donc décident de ne plus avoir leurs règles et donc qui seront sous pilule. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres méthodes que d'être sous pilule pour éviter de souffrir de l'endométriose? Alors, encore une fois, la pilule, ça n'est pas un médicament, ça ne soigne rien. Par contre, c'est vrai que l'endométriose, c'est une maladie qui est assez complexe. Il y a plein de styles d'endométriose et dans les cas très très sévères où il y a vraiment voilà, des fortes douleurs, etc., la pilule peut être une option pour moi temporaire puisqu'en fait elle va permettre de couper les symptômes tout simplement, mais elle va pas soigner l'endométriose. Donc on peut très bien prendre la pilule et avoir son endométriose qui s'aggrave par exemple. Hmm. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que même si vous prenez la pilule, ça n'empêche pas d'avoir d'autres aménagements, d'autres accompagnements à côté pour pouvoir avoir une amélioration, même si vous n'avez plus de symptômes, mais en tout cas faire le travail de fond. Et la pilule, ça n'est pas une option à long terme, puisqu'après, vous allez avoir plus d'effets négatifs que de bénéfices, en fait. Donc, dans certains cas, oui, pour la pilule, si vous voulez, mais ça ne résout pas le problème, en fait. Donc, pour moi, il vaut mieux avoir une approche, voilà, encore une fois, holistique, pluridisciplinaire. Et comme pour toute maladie, qu'est-ce que le corps veut vous dire, en fait? Pourquoi vous avez cette maladie et sur quel chemin ça va vous amener? C'est ça qui est intéressant. Eh oui, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, selon toi, qu'est-ce qui peut être limitant pour les femmes lors de l'étude de cette technique? Ah, ce qui peut être limitant, ça va être leur éducation, en fait, l'éducation qu'on nous donne sur la fertilité. Euh, après, c'est quelque chose voilà, qu'on arrive à dépasser plus ou moins rapidement, on va dire, de sortir du traditionnel schéma du cycle qui est tout le temps fixe. On ovule au jour 14. J'insiste beaucoup sur ça, mais c'est très, très ancré. Hein, c'est vraiment Hmm. terrible. Quoi. Oui, Euh, mais on me le disait encore il n'y a pas même des très fois, longtemps, donc des femmes qui pratiquent déjà et qui voient sur leur cycle que c'est pas au jour 14, bah, elles retombent facilement dans ce truc du calcul. Ah, mais oui, c'est comme d'habitude, j'ovule tout le temps ce jour-là. Non, non, en fait. Et personnellement, c'est ça qui m'a convaincue, c'est quand j'ai vu, je vais te prendre l'exemple plus précis, mais en fait, j'ai commencé la méthode, je venais d'avoir mon retour de couche de mon troisième enfant, j'étais en allaitement, et mon premier cycle que j'ai observé, il durait 35 jours. Et j'ai vu mon ovulation, genre au jour 29, tu vois. Donc, 29 sur un cycle de 35 jours, alors que moi, je pensais que j'ovulais au jour 14, dans ma tête, ça fait un gros bug, quoi. Je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on nous a appris, mais excuse-moi, mais c'est de la merde, en fait. Enfin, pourquoi on nous bourre le crâne avec ça, alors que non, quoi, c'est variable. Et ce jour-là, j'ai compris aussi comment j'étais tombée enceinte accidentellement, en fait, les fois d'avant, tu vois, parce que hmm, je pensais que j'étais pas fertile, bah j'y étais complètement, quoi. Donc, hmm. voilà, quoi.
Mais oui, moi je sais que j'ai un cycle assez irrégulier, enfin irrégulier pas trop, c'est-à-dire que ça reste quand même dans la tranche des 30 jours, mais parfois c'est 28, parfois c'est 32, parfois 34, et ça montre bien qu'en fait l'ovulation est pas au jour 14, elle évolue tout au long de mes cycles. Et puis là, tu vois, toi-même, tu dis j'ai des cycles irréguliers. Ce que tu décris, c'est pas du tout des cycles irréguliers, c'est des cycles, tout ce qu'il y a de plus normaux, avec des variations de quelques jours, c'est tout à fait physiologique, hein. Il y a pas de souci sur ça, quoi. On n'est Ah bah pas génial, régulier. je suis ravie que tu remettes cette croyance en question. Donc c'est pas irrégulier, c'est normal. On parle des cycles irréguliers quand on a plus de 10 à 15 jours d'écart d'un cycle à l'autre. Donc ça serait plutôt genre tu passes de 25 à 45, quoi. Mais entre voilà, 27 et 34 jours, il y a tout ce qu'il y a de plus normal. Ok, super. Euh, alors, qu'est-ce qui, selon toi aujourd'hui, limite le déploiement de la symptothermie? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà au niveau du corps médical, le fait que les professionnels de santé eux-mêmes fassent de la désinformation, ils connaissent pas la méthode, mais ils se privent pas pour dire des absurdités dessus. Genre, c'est pas fiable, alors qu'on a des études de fiabilité, comme pour toutes les autres contraceptions, comme tu disais tout à l'heure, qui est reconnue par l'OMS, qui est reconnue en France par la Haute Autorité de Santé. Enfin, voilà, les preuves ne sont plus à apporter de la fiabilité. Après, il y a aussi l'accès à cette contraception. Là, c'est en train, voilà, un petit peu comme je disais, de glisser vers le milieu laïque, plus grand public. Donc, ça, c'est en train d'arriver. Moi, je vois beaucoup l'effet un peu boule de neige là depuis quelques années, où on en parle de plus en plus. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que c'est un outil de santé intégrative, de santé fonctionnelle, c'est-à-dire que sur la base des observations qu'on peut faire, bah, on peut allier plein de disciplines. C'est un outil qui serait génial pour les médecins, qui est génial pour les naturopathes. Enfin, toutes les disciplines qui travaillent en lien avec le cycle de la femme devraient utiliser cette base comme une base de travail, en fait, pour savoir chez la femme que tu accompagnes, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, comment lui dire d'adapter son protocole, etc. Et puis après, au niveau des croyances, bah, ça vient aussi bloquante des utilisatrices elles-mêmes, des femmes qui doivent, enfin, quand on déjà arrêter la pilule, c'est pas facile, hein, c'est sortir d'un paradigme, c'est sortir de quelque chose qui est admis socialement comme normal, bénéfique, etc. C'est pas évident déjà de se motiver à arrêter la pilule. Souvent, on est encore voilà, sous la tutelle, on va dire, du médecin. C'est comme je disais tout à l'heure, la deuxième étape, c'est le stérilet cuivre. Et puis quand on en a marre du stérilet cuivre parce qu'on a trop d'effets secondaires, bah là, on cherche encore une autre solution et on arrive à la symptothermie. Mais tu vois, c'est pour te montrer un petit peu les étapes vraiment de libération des chaînes. C'est vraiment étape par étape, quoi. Mais je pense que la pilule, voilà, elle va pas nous aider, elle va pas, c'est pas quelque chose de bon pour notre corps, c'est déjà énorme, quoi. Yes. Et alors, on arrive à la fin donc de ce podcast, Jenny, et je pose Oui. toujours une question en fin de podcast, mais là, je vais un peu la modifier. Penses-tu que les femmes sont illimitées? Sont illimités? Oui. Tu l'interprètes comme tu veux. D'accord. Bah, en fait, oui, parce qu'il y a une très belle image, en fait, par rapport au cycle. C'est que notre cycle féminin, on le voit un peu comme une roue qui tourne en boucle, alors qu'en fait, pour moi, ce serait plutôt comme une hélice, c'est-à-dire qui va du bas et qui fait presque un tour, mais à chaque cycle qu'on fait, on a des apprentissages en fait. Comme disait tout à l'heure, tu vois, on fait le tri, on garde des choses, on met en route des nouveaux projets. Donc à chaque menstruation qui arrive, on repart pas du point zéro et on refait une boucle. On monte d'un niveau en fait. Et pour moi, toute notre vie fertile, c'est ça, c'est une élévation. Et en ce sens, pour moi, elle est illimitée parce qu'on peut vraiment, à chaque cycle, avoir des nouveaux apprentissages, mettre en route des nouveaux projets, utiliser son cycle comme support pour aller développer tout ça. Et voilà, pour moi, je pense vraiment que les femmes, du moment qu'elles sont en paix avec elles-mêmes, qu'elles peuvent exprimer qui elles sont, bien sûr qu'on est illimité, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ce ne sont que des croyances qui nous retiennent. Génial. Merci pour le mot de la fin, Eugénie. Merci infiniment pour toute cette sagesse. Merci Anaïs.
Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Croire c'est voir pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode. À bientôt!